Salut à tous, épisode suivant pour les Pistons. Je vous avais proposé déjà écoutez, un résumé de saison, il y a quelques semaines, un résumé de cette saison 1 où nous avions tanké et où les jeunes, à l'instar de KD Cunningham, avaient commencé à se développer. Ici, ça va être l'été 2022 et le début de saison qui va suivre, bien évidemment. Ça s'inscrit dans le My League dont les Warriors et les Sixers sont les stars, entre guillemets. Donc voilà, on avait tanké, non, en fait, on avait développé pendant un an avec ces Pistons, et puis désormais, on va voir un petit peu ce qui peut être fait. Est-ce qu'on engage des folies à l'été, ou est-ce qu'on s'appuie plutôt sur une continuité? Je vous laisse voir ça dans les minutes qui vont suivre. Il va y avoir également une draft, et ça, c'est très très important. Donc voilà, Warriors champion 2022. Les Pistons avaient échoué dans le play-in, ce qui était déjà une forme de petite performance. Et derrière, pas de retraite particulière, pas de réunion intéressante. On va directement à la loterie dans ces cas-là pour voir un petit peu ce qui va être décidé comme ça. Il y avait un choix de Détroit qui était qui appartenait au Thunder. Donc finalement, on se retrouvait cette année avec aucune possibilité de draft très très intéressante, très très haute. Et donc la loterie, certes, est toujours à regarder, mais pour autant, c'était pas exceptionnel. On voit que finalement, avec la protection, le pick n'est pas allé à OKC. Il est resté aux Pistons, mais ça fera donc un 11e choix pendant que les Spurs ont réalisé la bonne opération de cette loterie en obtenant le first pick. Coucou Chet Holmgren. On imagine d'ici là ce que ça peut donner, évidemment. Donc voilà, quelques jours plus tard. Moi, je zappe toujours les combines, les petites choses comme ça. Voilà, 11e choix donc, ce qui veut dire que le pick 2023 par contre partira de manière non protégée dans le jeu. C'est toujours comme ça, les protections ne se transfèrent pas comme on le voit parfois en NBA, ne se transfèrent pas sur plusieurs années. Là, c'est une fois que tu as utilisé ta protection une fois, le pick il part pour l'année prochaine. Donc pas de first pick à ce moment-là en 2023 pour ces Pistons. Donc Chet Holmgren, comment peut-il en être autrement, qui atterrit du côté des Spurs, qui donc on l'a déjà une belle pièce pour se reconstruire, on l'imagine. Jalen Duren. Alors celui-là, on l'a déjà vu un peu dans d'autres drafts de la communauté. Il est très très prometteur, ce joueur. À voir un peu, c'est Minnesota qui l'a pris. Ensuite, Jaden Hardy, là c'est un petit peu plus fréquemment vu, et alors là c'est du côté d'Orlando qu'il atterrit en 3e choix. Après, c'est vrai que les Dallas Mavericks avaient fait quelque chose de catastrophique la saison qui avait précédé. C'est Nikola Jovic qui apparaît. Donc c'est amusant, il y a comme ça un Serbe qui vient rejoindre les hommes de Luka Doncic. C'est assez amusant de voir comme ça pas mal d'Européens dans cette équipe. Il y a aussi Porzingis encore à ce moment-là. Ensuite, du côté des Kings, on va aller chercher Adrian Griffin, qui est un ailier. Après, ce qui reste à voir toujours sur ces joueurs-là, puisque vous n'en avez jamais 10 sur 10 qui vont réussir, lesquels vont avoir un vrai potentiel à développer. J.D. Davidson, du côté de Toronto, oui, on se doute qu'il y a un besoin au poste de meneur. Malachi Flynn ne semble pas réellement émerger à ce moment-là. Van Vliet joue en 2, c'est pas idiot. Le choix de Nzosa du côté des Hornets n'est pas forcément idiot. Là, on est sur un ovni quelque part. On a moins de repères sur ce type de joueur-là. Caleb Houston à Houston, fallait quand même le faire, avouez. Voilà, je l'ai fait. Donc là c'est moi, parce qu'en fait j'ai aussi les Rockets. J'essaye de les développer silencieusement. Enfin maintenant c'est raté.
En revanche, les Knicks ont choisi tout seul Jaden Ivey, qui semble être un arrière, mais de petite taille. Arrière relativement combo. Je ne sais pas ce que ça peut valoir sur le backcourt de New York dans cette partie-là. Kennedy Chandler du côté des Cavs qui, là aussi, je vous proposerai bientôt une vidéo avec les Cavs, mais ce ne sera pas dans cette partie, ce sera sur le My League des Spurs. Hein, donc rien à voir, moi je n'ai rien à voir avec ce que font les Cavs dans ce My League-là. Je les laisse faire ce qu'ils ont à faire avec l'intelligence artificielle. Et on arrive au choix numéro 11. Alors, quels sont les besoins ? Qu'est-ce qu'il y a aussi comme meilleur joueur disponible, hein? C'est un peu ça que je me demande à chaque fois. On voit qu'au niveau des pivots, il peut y avoir des options. Au niveau des ailiers forts, ça peut ne pas être forcément trop idiot. Quelqu'un comme Jabari Smith ou Paolo Banchero, ça peut être intéressant. Après, les évaluations sont pas phénoménales, mais c'est normal, elles sont pas terminées. Et puis il y a également du côté des ailiers où on peut retrouver comme ça un Baldwin, un Kendall Brown ou le français Ousmane Dieng qui peuvent avoir des profils qui peuvent intéresser. Au bout de la réflexion, j'ai été prendre Patrick Baldwin en me disant que dans la NBA actuelle et sur NBA 2K en particulier, l'ailier est quelqu'un que l'on peut aligner avec plusieurs autres ailiers en même temps sur le terrain. Oui, c'est devenu pour moi un peu une ligue de meneurs et d'ailiers. Et donc, pourquoi ne pas tenter le pari Baldwin à partir du moment où rien d'évident ne se présentait. Jabari Smith partira dans la foulée du côté d'Atlanta. Et puis, bon, bah, je vous fais pas le reste, hein, mais en tout cas, ça a drafté pas mal. Très très joli overall hein, à la sortie pour Holmgren, hein, 82, c'est pas mal. Minnesota n'a pas fait un mauvais choix non plus. Et puis nous, on se retrouve avec un choix qui, bah écoutez, on va voir comment on va développer ce joueur. Je ne montre pas la suite parce que ça préserve un petit peu d'intérêt pour les vidéos qui suivront. Il y a eu des Sixers qui ont fait des choix, il y a eu... le Thunder également dans la même partie, bref. On se retrouve, nous, avec Patrick Baldwin. Regardez, il semblerait... Alors là, je l'ai fait à l'aveugle, en plus. Hein. Il semblerait qu'on ait hérité d'un joueur à très fort potentiel et qui pourrait devenir un 3&D de grand talent. Avoir le polygone, c'est plus qu'éloquent. Donc, première phase, plutôt une très grosse réussite pour nous. On attaque donc la deuxième phase qui est celle évidemment de la free agency. Auparavant il y a les options. On n'a aucune raison de ne pas activer toutes ces options là, bien sûr, puisque autant Stewart que Saddiq Bey ou bon après Killian Hayes, je crois qu'il y a ici une petite activation aussi qui va se faire. Et puis après pour d'autres joueurs. Il peut y avoir plus de réflexion. Par exemple, Frank Jackson, j'ai pas la place pour lui, en fait. J'ai pas tellement la place et je ne suis pas non plus convaincu de l'utilité de Trey Lyles dans ce contexte-là. Corey Joseph a prolongé, ça nous fera un vétéran pour peut-être mentorer, mais voilà, le seul finalement choix un peu sur lequel j'étais hésitant, c'était Hamidou Diallo. Donc je me dis que je garde. Il peut avoir un rôle dans la rotation, mais certainement en sortie de banc. Il y a pas mal de free agents intéressants sur cette année-là. On nommera Irving, Harden ou Bradley Beal, évidemment, à voir. Moi, je vous avoue, je ne me suis pas jeté sur les mégastars de la Ligue pour des raisons précises. C'est que j'ai envie de développer mes jeunes. Voilà, donc je n'ai pas craqué à aller chercher quelqu'un en lui offrant 40 millions et ça aurait pu marcher, hein. Irving, tu lui files ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un exemple. Donc, ensuite, on a plutôt essayé d'aller chercher des joueurs, vous voyez, qui ont des prétentions salariales relativement moyennes, donc parmi les bons joueurs, c'est-à-dire autour de la 15aine de millions ou ce genre de choses, qui était un peu notre marge de manœuvre. Et je me suis dit que quelqu'un comme Serge Ibaka pouvait être le bon complément, même vieillissant, mais peu importe, pouvait être le bon complément pour Isaiah Stewart, parce que
pense qu'il y a besoin d'avoir vulgairement de la viande dans la raquette, mais également joueur à bon QI basket qui dissuade, qui a en plus la possibilité d'écarter un petit peu le jeu. Ibaka est un joueur, bien que vétéran, relativement moderne dans son style de jeu. Et donc ça m'intéressait bien. Une année plus une en option, avec 12 millions à la clé. Et on renonce un petit peu à tout le reste. Ça me paraît... En tout cas, voilà, moi c'était le choix que j'ai fait. J'aimais bien l'idée de prendre Serge Ibaka, voilà, pour entourer tous ces joueurs-là. Reste encore à voir quand même la prolongation d'un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Josh Jackson, même si il est assez modeste. On est plus sur les années Phoenix qui ont suivi sa draft, où Josh Jackson était une vraie pépite finalement sur NBA 2K. On pouvait avoir un joueur là qui montait à 82, 85, peu importe. Là, c'est plus le cas. On est plus sur un joueur qui a trouvé son registre au bout de quelques années, et puis surtout du côté des Pistons, donc autant le conserver. Et après, j'ai été regarder aussi au niveau des vétérans quelques jours plus tard, qu'est-ce qui pouvait être intéressant. Je me suis évidemment mis sur Robert Covington. Donc vous voyez, Ibaka, Covington, ce sont des apports de joueurs confirmés. J'aime bien. Et surtout, Covington, le pauvre, ce n'est plus le Covington qu'on a connu à un moment donné. Souvenez-vous, Philadelphie, après le mec est tradé et se retrouve à Minnesota. Compliqué. Après, c'est aux Rockets, je crois qu'on a eu le Covington quasiment le meilleur. Et puis derrière, un petit peu plus compliqué à Portland, donc autant essayer de le récupérer. Ce qui m'a stupéfait, c'était, regardez les progressions. Killian Hayes a eu une progression assez somptueuse. Vous me direz, il a démarré, il était à 71. Donc c'est vrai qu'avec un beau potentiel, il ne s'est pas blessé de l'année, ça joue beaucoup dans le jeu. Killian Hayes a eu vraiment une super année de progression. KD Cunningham, aussi, franchement, passer de 80 à 85 pour un rookie, ça veut dire qu'il y a eu grosse saison. Donc les entraînements paraissent bien adaptés, tout se passe pour le mieux. Après voilà, c'est plus modeste sur les autres joueurs, mais c'est logique. Même Saddiq Bey n'a pas non plus explosé, mais ça me va très bien. Prévoir probablement une explosion de Patrick Baldwin l'année qui va suivre, où il risque, avec ce potentiel inouï qu'il a, de vraiment monter en puissance. Après, on a quelques vétérans qui régressent. On y est habitué. Moi, je retiendrai peut-être la stabilisation de Jeremy Grant, et puis aussi la légère progression d'Asia Stewart. Voilà, ça me va bien. Jeremy Grant, fort joueur. Vous avez vu, on entend pas mal parler en ce moment dans les rumeurs de trade. Il y a pas mal de discussions apparemment autour du joueur. C'est marrant parce que moi, à un moment, je l'avais plutôt entendu comme étant blessé, et puis pour une assez longue durée. Mais apparemment, ça doit s'être amélioré. Sans cela, il n'y aurait pas autant d'équipes qui chercheraient à le trader avant la deadline là, 2022. Je retourne dans la partie pour mentionner Asia Stewart. Donc on est pas mal au final, parce que le 5 majeur va pouvoir être entouré par Ibaka, Covington. Il y aura quand même ce Diallo en sortie de banc, Josh Jackson, et puis ça peut à mon avis viser les playoffs, tout ça. On passe à une nouvelle phase de la partie, c'est les camps d'entraînement en fin d'été, puis après on pourra un peu installer tout ça comme d'habitude. Donc au niveau des camps d'entraînement, voilà, j'ai pris la draft, on va dire j'ai pris la suite logique de X2357 sur PC là. Après tout, fait quand même du bon boulot, faut quand même le dire. Même si j'avais trouvé sur les précédents 2K quelqu'un qui, je trouvais, faisait des classes de draft encore un petit peu meilleures, mais c'est pas très grave. On n'a pas beaucoup de camps d'entraînement disponibles, car le préparateur n'est pas de très très grande qualité. Il n'était pas en fin de contrat, je ne l'ai pas licencié.
pour en prendre un autre. Voilà, on prend ce qui vient. On a toujours droit entre 1 et 4 camps d'entraînement ici. Le 4 ne peut être atteint, je crois, qu'avec un préparateur physique A+. Moi, j'ai décidé d'utiliser mon seul camp d'entraînement à booster les qualités athlétiques de mon pivot. Ça me paraît être une pièce sans laquelle pas grand-chose de positif n'arrivera. Pour ça aussi que je l'ai doublé avec Ibaka. Je pense que ça se joue pas mal dedans et au rebond sur ce jeu. Donc autant se blinder. Il y aura un début de saison qui sera un petit peu chaud puisqu'on voit un enchaînement Nets, Heat, Grizzlies qui sont 3 équipes quand même assez dangereuses. Et puis après, on élabore notre rotation. Donc avec des minutes modestes au départ pour Serge Ibaka. N'oublions pas quand même Olynyk qui mérite d'avoir du temps. Stewart à la 30aine, tout comme Jeremy Grant ou Saddiq Bey. Et puis après, on greffe autour nos ailiers, nos petits arrières, tout en faisant démarrer Killian Hayes ainsi que KD Cunningham. Après, je donne évidemment le temps de jeu maximal, je le donne à Cunningham. On s'arrange pour qu'il y ait toujours Isaiah Stewart sur le terrain quand Killian Hayes joue, afin de lui sécuriser les pick and roll de manière efficace, on va dire, pour avoir toujours des solutions. J'essaie toujours de mettre des petites associations de joueurs en parallèle. Je crois qu'il y a aussi Saddiq Bey qui est sur le terrain en même temps que Hayes et Stewart. Ça, c'est pour essayer d'avoir toujours des solutions manette en main, quelles que soient les rotations, et donc quel que soit le moment du match. Parce que si on peut supposer que Grant et Cunningham peuvent faire leur marché tous les deux et peuvent faire tourner un 5 ensemble, les 3 autres doivent pouvoir aussi faire fonctionner quand les 2 premiers se reposent. On a cherché ici un petit changement d'aptitude stratégique pour Dwayne Casey, en regardant un petit peu ce qui correspondait le mieux. Je me suis mis sur équilibré. Vous pensez à modifier cette case-là, elle peut être assez intéressante tout de même. Puis après, évidemment, l'entraînement. Alors donc, sur l'entraînement collectif, j'ai souvent tendance à démarrer au moins pendant une saison sur de la défense. Et puis là, je me suis plutôt attaché à passer déjà en équilibré, considérant que la défense des Pistons était sur la bonne voie et qu'il ne fallait pas oublier de bosser tout l'aspect offensif. Sans ça, on allait avoir une équipe qui allait trop pencher d'un côté. Et puis après, sur l'entraînement individuel, il y avait pas mal d'entraînements qui avaient déjà été attribués. Je vous avais montré ça dans l'épisode précédent. Donc on ne fait que confirmer ce qui est déjà en place. Je ne m'occupe pas des vétérans puisqu'ils ne vont plus tellement progresser. Par contre, il faut absolument attribuer quelque chose et une priorité à Patrick Baldwin. Et je pense qu'évidemment la polyvalence au poste 3 est le meilleur souhait qu'on puisse exprimer pour le dénommé Baldwin, qui aura peu de temps de jeu sur la première saison, mais en lequel on croit sur le moyen et long terme. Serge est venu pour mentorer Asia, donc tout va bien. Ok, on a tellement l'embarras du choix avec quelqu'un comme Ibaka qu'on peut choisir de jolis attributs à transférer en une saison à Isaiah Stewart. Et puis, pareil, il y a Corey Joseph qui peut apporter des petites choses à Killian Hayes, donc profitons-en. Le meneur canadien n'aura pas beaucoup de temps de jeu là sur ma saison avec les Pistons, mais en revanche, il a un petit rôle au moins dans 2 catégories où il est argent. Il va pouvoir apporter en tant que mentor argent. Après, en tant que mentor bronze, sur cette situation-là, ça marche un petit peu moins bien. Puis je me dis que Baldwin peut être mentoré par quelqu'un comme Jeremy Grant, même si là par contre en une saison, ça risque d'être un petit peu juste. Colfort, c'est rigolo, je connaissais... Je crois qu'ils mettent à jour parfois leurs petits insignes, c'est amusant. Je me souvenais plus tellement de ce que c'était Colfort, donc voilà. On va faire un petit zoom là-dessus. Ok, donc Bey peut être également mentoré.
Ouais, c'est ça l'avantage d'avoir quelques vétérans, c'est que on peut vraiment proposer du mentorat à plusieurs jeunes joueurs auxquels on croit en vérité. Et donc, tout doucement, on peut se diriger comme ça vers le premier match de cette saison. Donc voilà, les Nets, c'est pas forcément la meilleure chose qu'on puisse avoir en face de nous en ce début de saison. Nets chez lesquels James Harden a re-signé, ainsi que Kyrie Irving. Donc l'IA a bien fait son boulot. Et puis nous, on va devoir faire face un peu à la folie furieuse. Je sais pas lequel je crains le plus finalement dans ces cas-là, parce que Irving est un feu follet totalement impossible à surveiller quand il commence à prendre chaud. James Harden, c'est James Harden. Et puis KD, ça reste quand même peut-être l'arme offensive numéro 1 au monde. Donc finalement, on est quand même assez embarrassé à savoir comment défendre sur tout ça. Alors, c'est vrai que, regardez, on va laisser Hayes dans un premier temps sur Irving. On verra bien comment ça se passe. Derrière, est-ce que Grant peut faire du gros boulot sur Durant? En tout cas, pas si les autres ne surveillent pas les coupes vers le panier. Alors, les Zeller, c'est joli ça, franchement, c'est super clean. Ils nous font du tableau noir là pour le moment, les Nets. Joe Harris, pareil, en début de match, qui travaille un peu son défenseur après le mismatch. Et même James Harden qui, in your face, place le 3 points à 0 degré. Donc c'est assez compliqué, faut quand même l'avouer, ce tout début de match, parce que quand il joue parfaitement bien, ces Nets sont bien difficiles à prendre. En revanche, ouais, là c'était tendu, même pas 10 000, ça a vraiment très très bien joué là-dessus. En revanche, voilà, c'est dès qu'il commence à y avoir un peu de rotation qu'on peut peut-être essayer de profiter de certaines actions pour, je dirais déjà stopper l'attaque adverse et ensuite peut-être combiner. Alors là, c'est Saddiq Bey qui sonne un petit peu le réveil à 3 points sur un joli pause d'écran. Derrière, vous voyez, on commence à arriver à étouffer un petit peu quelques tentatives de près. Là, c'était Irving. Contre-attaque. On donne la balle à Cade. Et puis, on peut aussi faire ça. Voilà. Parce qu'en fait, Cunningham a commencé à vraiment devenir une belle gâchette régulière. Donc, pourquoi se priver de ses talents? Vous voyez, 30-28, ça veut dire qu'en réalité, on est revenu au contact, plus ou moins. On est revenu au contact, même si, voilà, alors là, c'est vraiment, ça, ce sont des actions qui sont terribles, car j'ai l'impression de ne pas mériter de me faire prendre le rebond offensif, le rebond tout court. J'ai l'impression vraiment, voilà, de ne pas le mériter, et puis de l'autre côté, le mec reprend la balle, ressort immédiatement. C'est assez frustrant, faut quand même le souligner, ces phases-là. Il y a un petit break comme ça dans le troisième quart d'ailleurs, sur notamment les conséquences de cette action. Oh là, que faire, franchement. Que faire face à ça? J'étais aux abois. Petit Sharp là qui joue vraiment bien. Voilà. Ça se passe pas très très bien. On a compris, il y a une avance assez solide qui comme ça s'est construite. C'était un peu la déliquescence aussi défensivement, faut quand même le reconnaître. Entre certaines actions indéfendables de début de match et là par contre l'opération porte ouverte, ce n'est pas la meilleure manière de démarrer cette saison, surtout que les actions offensives après peuvent être forcées et donc il y a du régal en face. Vous voyez, ça tourne au blowout et c'est bien dommage. J'aurais voulu proposer autre chose qu'un blowout pour démarrer, mais force est de constater que la machine Brooklyn Nets aura été bien impossible à faire déjouer, donc ce sera un des objectifs de la saison que d'essayer d'embêter tous ces cadors là. Après, les mecs font quand même 7 sur 8 à 3 points. Ils nous prennent même plus de rebonds offensifs en pourcentage qu'autre chose. On a perdu des ballons puisqu'ils ont des interceptions qu'on ne devrait jamais leur laisser. C'est un début qui n'est pas agréable à vivre. Après, c'est aussi intéressant en un sens parce que il vaut mieux toujours se prendre une belle gifle dès le départ pour pouvoir essayer de s'adapter.
voyez, ils n'ont même pas eu besoin de forcer, même si KD a quand même un peu arrosé à 12 sur 31 au global, mais les plus jolis paniers, je vous les ai sélectionnés. Voilà, donc il y aura les Nets qui seront très très certainement top 3 de cette saison à l'Est. Puis il va falloir voir avec qui est-ce qu'on peut se battre pour trouver des équipes qui sont peut-être un petit peu plus à notre niveau. Ne serait-ce pas éventuellement avec le Heat, parce que ça vous aura peut-être pas échappé. PJ Tucker n'a pas été réellement remplacé, et puis il a vieilli. Il y a une obsolescence du PG qui est tombé à 71. Ça, c'est toujours le sort réservé à Tucker, comme à Danny Green, etc. Ce sont des rétrogradations, on va dire, au niveau de l'overall. Donc, ils ont un trou au poste 4, voilà, nos amis du Heat. Et par contre, pour le reste, c'est l'équipe qu'on connaît, qui est plutôt sympathique. Sauf que Tyler Hero ne sort pas du banc, ils l'ont fait starter. Qui est pas bête non plus. Hein. Griffin, tiens voilà, vous voyez, Blake Griffin est un hit sur cette saison-là. Après nous, on essaie de combiner, vous voyez, ici fixation, hop, libération pour Ace qui vient comme ça se proposer à 3 points. C'est un début de match qui est assez intéressant dans le sens où il y a comme ça de vraies actions, je dirais, et puis aussi, faut quand même l'avouer, quand on a un peu d'adresse, ça fait quand même toujours plaisir, hein, parce que les matchs sans adresse, parfois, je les traverse comme de longs parcours de souffrance. En l'occurrence, ici, on l'a l'adresse, regardez, hop, on va essayer de fixer. Est-ce que ça passe? Ben oui, on ressort, hein, bien sûr, pour Cunningham, qui est vite allé derrière la ligne à 3 points. Voilà, le mot d'ordre du match, c'est l'adresse. Après, le match n'est pas encore gagné, il reste encore un peu à faire pour essayer de sécuriser cette victoire, qui serait déjà intéressante. Hop, Hero qui dévisse, vous voyez, stop défensif par-ci. Action de Jimmy Butler avec Covington sur le rable, c'est pas forcément la plus mauvaise option. Derrière, Stewart qui arrive à empêcher Adebayo de scorer, et comme un symbole, ça terminera là encore avec un peu d'adresse, Cunningham, pour clore ce match. Donc on a eu finalement la réussite sur ce match-là que nous n'avions pas eu sur le match précédent. Et faut également dire que c'est moins talentueux au Heat que aux Nets. En plus, quand je parle de réussite, finalement, les tirs à 3 points, on n'a pas non plus une adresse phénoménale. J'ai peut-être juste sélectionné ceux qui sont rentrés. Bref, domination au rebond aussi, c'est quand même toujours assez appréciable. Et pourrissement de la vie du 8 à moyenne distance, hein, ce qui est toujours intéressant. Pourcentage calamiteux de Butler et discutable pour Tyler Hero. Et puis de notre côté, plutôt des pourcentages assez sympathiques. Voilà. Il n'y a que Josh Jackson qui ressort un peu frustré de ce match-là. Et tout de suite, Memphis. Alors ça, c'est toujours compliqué parce que les Grizzlies, emmenés par qui vous savez, à savoir Ja Morant, et puis avec le lieutenant nommé Jaren Jackson Jr., c'est une valeur montante, hein, forcément, dans les parties. Et là, en plus, ils ont eu le cap space pour aller chercher quelqu'un comme RJ Barrett qui n'a pas été prolongé par les Knicks. Donc, c'est une vraie force à l'ouest. Vraie force à l'ouest, et Ja Morant, à lui tout seul, de toute façon, vaudrait le coup pour l'observer, puisque ce type-là est quand même en train de bouleverser plein de choses. Hein. On ne l'attendait nécessairement pas à ce niveau-là, Ja Morant, et il s'avère être un joueur phénoménal. Et donc, écoutez, on va essayer de se battre, comme d'hab. Enfin, il faudrait pour cela, contrôler le rebond défensif. Ça, c'est encore toujours le problème sur NBA 2K quand vous faites pas votre job sur les comment dirais-je, les écrans, les écrans retard, etc. Il se passe ce genre de choses, à savoir petite action Glooby-Boulga, tu concèdes 2-3 rebonds offensifs, derrière tu prends un panier et parfois même c'est primé. Donc ce début de match est un petit peu calamiteux, à voir un petit peu si ça pourra s'améliorer ou si ça va être le ton donné à ce match-là. Ja Morant fait
son solo. On essaie de trouver de l'adresse. Oui, Saddiq Bey. Ici, normalement, Saddiq Bey est censé nous apporter une vraie manne de points. Hein. C'est un scoreur. Il faudra voir si on arrive vraiment à l'exploiter. Slow-mo qui rate à 3 points. Desmond Bane. Dans un boulevard. C'est honteux. C'est complètement honteux ce genre d'action. Et on est comme ça, un peu à la traîne en cette fin de troisième quart-temps. Desmond Bane qui trouve Brandon Clark pour le N1. Terrible, terrible action. Ça fait mal au moral de se prendre ce genre de choses. Surtout que c'est encore une fois sur une action défensive très mal négociée, quoi. Et donc, on a encore le temps de revenir. Hein. On a le temps de revenir parce que l'écart n'est quand même pas non plus immense. Regardez, on revient ici à -5. Donc c'est loin d'être perdu. C'est juste qu'il y a eu pas mal d'actions défensives qui m'ont un peu fait hurler. J'avais envie je sais pas, de jeter une manette ou des choses comme ça. Enfin, ça m'arrivait avant ça. Allez, Dylan Brooks, bien contesté. Et voilà. Le rebond offensif qui traîne pour Jaren Jackson Jr. Mais, regardez, à l'approche des dernières 30 secondes, on est finalement pas si loin. Dylan Brooks qui dévisse ce qui aurait été sûrement le panier qui ferme le match. Hein. Faut quand même pas se mentir. Et derrière, Stewart à la claquette pour nous faire revenir. Il va falloir faire faute ici. Faire faute sur RJ Barrett. Pour essayer finalement de voir si on pourrait pas accrocher ce match sur la toute fin comme des voleurs. Donc Morant qui met 1, Morant qui met 2, et on se retrouve avec une vingtaine de secondes et 3 points à marquer, ce qui peut se faire. Regardez, on va laisser la continuité. Il n'y a pas lieu de paniquer. Balle à Cunningham. Après on a plein d'options, hein. Le jeu est très écarté. Appeler un écran, voir un petit peu quelle aide défensive se manifeste, voilà, pour, hop là, les rotations de Memphis n'ont pas été bonnes, et c'est Killian Hayes qui vient ici nous égaliser à 46 partout. Oui, ils ont fait une rotation défensive qui était un peu absurde au final. On en a profité. Ja Morant, oh là 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 là, il a failli venir scorer ce qui aurait été le panier de la victoire, mais heureusement il a été un peu contesté. Il a dévissé. Après, vous savez, il y a toujours les petits alley-oop là sur la toute fin, mais est-ce que 2 secondes ça suffit ? Est-ce que 2 secondes ça suffit pour être accordé ? Non, j'ai remarqué qu'en général, il en... pardon, 2 secondes, n'importe quoi. Est-ce que 2 dixièmes ça suffit ? Non, il faut en général plutôt 4 dixièmes minimum pour que ça puisse être comptabilisé, donc ce sera une prolongation. On ne nous a pas accordé le panier de KD Cunningham. On commence cette prolongation de manière un peu besogneuse en allant chercher comme ça pas mal de lancers. Bon, quelque part c'est aussi une recette, hein, quand on est un peu en manque d'inspiration ou de solution, je dirais facile. De l'autre côté, ça va également chercher des lancers. RJ Barrett les ramène. Match tendu, hein, très très tendu, dans lequel on est quand même content d'avoir réussi à revenir, hein. Ça va chercher encore les lancers de l'autre côté. Vous voyez, c'est une histoire de lancer franc pour le moment. Ça ne le restera pas jusqu'au bout, je vous le dis. Ja Morant qui fait son très très joli numéro. Il échappe à Killian Hayes, ce qui paraît somme toute relativement logique. Stewart va heureusement pouvoir compter cette fois-ci sur la claquette de Grant pour nous redonner une petite bouée d'oxygène. Et on se retrouve avec 2 points de retard pour Memphis. Et regardez, on a la balle et on est à +2. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, sauf que j'ai foiré un peu mon attaque et derrière, obligé de prendre un shoot rapide en sortie de temps mort. Et on rend la possession sans avoir pu scorer. Balle à Ja Morant pour les 10 secondes les plus longues de cette vidéo. Il se passe rien, mais il se passe rien. Comment ça, il se passe rien ? Écran posé. Shoot à 3 points. Bam ! In your face. Là encore, c'était sublime. Sublime Ja Morant qui comme ça a de grandes chances d'avoir pris le game winner de ce match. On va tenter quand même quelque chose, hein. Regardez, on aura un spot pour the win. Oh là 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 là. Là, ça aurait été un buzzer beater pour Cunningham et ça aurait été assez appréciable
de placer ce shoot. Ce sera pas le cas. C'est pas grave. Et l'adresse aurait été calamiteuse. 2 sur 13 au total. C'est une catastrophe. Une catastrophe totale. Est-ce que je suis tellement mauvais que ça à la manette? Ou est-ce qu'il y a aussi un défaut d'adresse dans mon roster? Écoutez, je sais pas quoi en penser. On peut aussi juste se dire qu'on a été battu par Ja Morant et qu'il n'y a pas non plus à rougir de ça. On a été aussi battu sur quelques rebonds non verrouillés, sur des écrans retard que par manque de rigueur, je n'ai peut-être pas posé de manière suffisante. Bref, il y a d'autres petites analyses qu'on peut avoir pour ce genre de défaite. Peut-être plus penser à ce qu'on n'a pas fait correctement plutôt qu'à 2 ou 3 actions spectaculaires. Cunningham et Bay mettent ensuite une sauce aux Cavaliers avant qu'on ne se retrouve avec les Denver Nuggets en face de nous. Alors Denver, une équipe quand même dangereuse, a priori, pour ces Pistons. Je l'ai joué parce qu'avec le trio Porter, Murray, Jokic en face, ça donne quand même envie d'être défié, ce genre de trio de superstars, en tout cas de presque all-star. Je sais pas si on peut dire ça en fait. On a un MVP et puis on a 2 joueurs qui pourraient un jour être all-star sans qu'il y ait quoi que ce soit à redire. On commence doucement en essayant de caler nos petites actions. Voilà, pose d'écran, shoot, derrière, ça dévisse, on peut ressortir et hop, enchaîner. Nous aussi on a le droit de prendre un rebond offensif et de mettre un 3 points derrière, pas de problème. Derrière, hop, les petits décalages habituels à 0 degré. Cunningham, c'est sûr que si on a l'adresse, si c'est un match sur 2, on va faire 50% de victoire. Oh là là, quel joli contre de Serge Ibaka, derrière la contre-attaque pour Jeremy Grant qui va faire sauter, hop, et qui va ici s'imposer près du panier. Jeremy Grant est un bon pourvoyeur de points, c'est assez agréable d'avoir sa contribution. Denver s'accroche, mais grosso modo on arrive à faire quand même quelques stops défensifs qui nous permettent d'avoir plutôt la maîtrise dans ce match. Derrière, hop, petit écran, histoire de clore le premier quart. Bam, un petit 22-14 qui n'est pas regrettable du tout. Voilà, ici, ça prend à 2 très bêtement sur Hayes. Covington seul à 3 points, faut quand même pas laisser non plus. Puis il y a des petites actions comme celle-ci, voilà, où il y a des mismatchs aussi en faveur des Nuggets qui sont très très difficiles à défendre pour nous. Il y avait Hamidou Diallo, le pauvre, j'ai essayé de venir à l'aide, mais c'était un peu trop tard. Et puis après, il y a toute la technique, toute la somptuosité de Jokic, je sais pas si ça existe d'ailleurs comme mot, la virtuosité, dirons-nous. Allez, Hamidou Diallo pour appeler une sortie d'écran pour Hayes, voilà, qui peut nous clore ce match, presque déjà, plus 12, il reste un quart-temps, c'est pas mal parti, on arrive comme ça à bien faire déjouer en fait l'attaque de ces Nuggets, même Stewart, voilà, résiste fort bien, il dissuade. On arrive à suivre les mouvements, on absorbe un peu les switches défensifs. Jokic reste un surhomme, mais ça n'est pas bien grave, puisque autour de lui, on a réussi à maintenir un peu en maladresse, je dirais, et en carence offensive les joueurs qui l'entouraient. Donc, plutôt un match d'adresse en plus pour nous. On a réussi à trouver plutôt du pourcentage à 3 points. Stewart et Ibaka auront fait du très très bon boulot à l'intérieur. Bref, ce genre de match qui en fait donne pas mal d'optimisme pour la suite. Ibaka quasiment homme du match, pourtant en sortie de banc, mais avec ces 7 contres là, c'était assez monumental. Bonne répartition du scoring par ailleurs. Et un Jokic, somme toute, relativement bien muselé, tout comme Jamal Murray. Voilà, donc le décor est posé.
pour cette saison avec ces Pistons. Proposerai une suite, mais dès que j'aurai pas mal avancé la saison, en fait, j'aimerais bien que ça aille relativement vite sur un épisode 3. Il y aura quelques vidéos qui vont sortir d'ici là. Il y aura du Warriors, du Sixers OKC, mais également une vidéo Spurs. Et puis, je vous proposerai une entrée en matière avec les Cleveland Cavaliers que j'évoquais un petit peu plus tôt, mais ce sera dans la partie des Spurs, bien sûr. Voilà, à très bientôt, bye bye.